Bonjour à tous. En fait, on ne se lasse pas d'être ici. Je comptais le nombre d'années, ça commence à faire, ça va vite. Mais on ne se lasse pas, c'est toujours si génial. Merci beaucoup, chers amis. Merci aux organisateurs de nous permettre de nous rencontrer comme ça dans de si belles conditions une fois par an. Et puis surtout pendant ce mois de la cybersécurité qui est un mois fédérateur au niveau européen, de manière à parler de ces questions qui ne sont plus des questions d'experts, qui ne sont plus des questions qui pourraient sembler marginales au plus grand nombre, qui sont des questions, comme vient de très bien le rappeler Monsieur le Ministre, qui sont des questions qui sont au cœur de nos sociétés aujourd'hui. Et donc ça nous donne du boulot, déjà, ce qui est très très bien. Ça nous donne surtout une très très grande responsabilité. Et donc c'est ça qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est vraiment cette responsabilité d'apporter des solutions dans un monde qui est complexe, dans un monde où parfois les bruits de bottes sont très forts, de plus en plus forts, où certaines organisations, certains États, parmi les plus grands, sont quand même dans une surenchère agressive, guerrière parfois, où on vit des épisodes anecdotiques, certes. Enfin, vous l'avez vu encore ces derniers jours, avec ce que j'appelle l'épisode d'OSS 117, c'est du Wi-Fi catching aux Pays-Bas. On vit quand même des moments incroyables. Mais ça, c'est la mousse. C'est la partie visible. C'est pas neutre. C'est grave. Mais ce qui est fondamental, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Et sincèrement, dans de telles conditions, si on prend ces informations qui viennent de droite et de gauche, toutes ces annonces constamment de perte de données, d'attaques, il y aurait de quoi être un petit peu déprimé et baisser les bras. Si on est tous là, c'est qu'on ne baisse pas les bras, justement. Parce qu'on sait que cette question de la sécurité numérique, elle est tout à fait abordable, elle est tout à fait réalisable. Mais on sait également que c'est quelque chose de compliqué. On ne s'en tirera pas avec des petits trucs et astuces, non, ça marche pas. La sécurité numérique, c'est un sujet qui est global, qui est complexe, qui doit être totalement connecté au développement numérique. Et donc, le champ, il est absolument immense, évidemment. Et on sait, et c'est ça qui est positif, que, en appliquant différentes règles, en ayant différentes démarches, dans un nombre assez important de domaines, eh bien, on sait se protéger, y compris face aux plus agressifs, aux plus compétents, aux plus dangereux. Donc j'ai plein de choses à vous dire, je vais faire un tri, parce qu'il y aurait trop de choses à vous dire. Mais l'idée, c'est bien de partager ces sujets sur lesquels c'est pas l'ANSSI, c'est pas une agence d'État, c'est pas un industriel, c'est pas un industriel dans son coin qui va pouvoir apporter des solutions. C'est bien cette approche collective que je martèle depuis 5 ans, qui va être la solution, qui est la solution et qui est déjà en œuvre aujourd'hui. Et je remercie beaucoup de personnes qui sont dans cette salle, justement, de jouer ce jeu-là, ce jeu fondamentalement collectif, chacun à son poste, comme au rugby. Alors la première chose, et ce sera un peu le fil directeur de ce que j'ai à vous dire, c'est de se rappeler que la cybersécurité, c'est avant tout une question d'anticipation, et même d'anticipation collective. Bien sûr, il faut être capable de réagir, bien sûr, il faut être capable de traiter les cas de crise, et j'y reviendrai, mais c'est avant tout de la prévention, de l'anticipation. La plupart des choses se font en amont, ce qui peut être frustrant pour certains. Mais je ne vois pas d'autre solution si on veut être efficace collectivement. Cette anticipation, elle doit repasser par quelque chose d'absolument essentiel, qui aujourd'hui ne fait aucun débat dans les autres domaines liés à la sécurité. On est encore trop souvent en cybersécurité dans une gestion un peu atypique, un peu ad hoc. C'est encore original comme domaine. Il est maintenant temps, je pense qu'on en a la maturité collectivement, de faire rentrer la sécurité numérique dans le risk management, pour dire ça en bon français, dans l'analyse du risque, l'anticipation du risque, la gestion du risque. Peut-être même d'ailleurs, il faudra admettre le fait de faire des priorités également, de faire des arbitrages entre ces différents risques, sans forcément mettre le risque numérique toujours en premier. À voir. En tout cas, c'est au cas par cas. Et donc pour ça, il faut revenir sur les fondamentaux de l'analyse de risque. C'est un sujet qui est très complexe. On s'y est un peu cassé les dents pendant très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des belles choses qui ont été faites, mais c'est un sujet qui reste fondamentalement difficile, qui est perçu comme un sujet d'experts pas toujours compréhensibles, qui est perçu comme quelque chose de réservé
à des petits groupes, et qui n'est pas du niveau des décideurs, qui n'est pas du niveau des gens qui ne sont pas des experts de la sécurité numérique. Il est vraiment temps, et c'est ce que l'on voudrait lancer à partir d'aujourd'hui, de manière un peu symbolique, quelque part, il est vraiment temps de revenir sur ces questions d'analyse de risque et d'en faire un outil, certes impliquant des experts, mais impliquant également les décideurs pour qu'ils puissent décider, les remettre dans leur rôle fondamental, et les différents responsables métiers, comme on dit entre nous, c'est-à-dire les gens dont le métier n'est pas de faire de la cybersécurité, mais qui vont être confrontés à ces questions de sécurité numérique. Et on est vraiment dans cette idée de diffusion de la sécurité numérique à plein d'acteurs, et pour ça, il faut leur apporter les outils, les éléments, il ne faut pas chercher à en faire des experts de cybersécurité. Donc c'est la raison pour laquelle on a beaucoup travaillé avec le Club EBIOS, avec le CLUSIF, avec différentes personnes qui sont intéressées par ces questions-là, qui sont compétentes sur ces sujets-là, et qu'à partir d'aujourd'hui, on va publier une nouvelle méthode d'analyse de risque qui s'appelle EBIOS Risk Manager. EBIOS pour toute l'affiliation que l'on ne renie pas autour de l'analyse de risque en France et au-delà, mais avec une nouvelle approche qui se veut pragmatique, qui se veut efficace, qui renonce peut-être, il y a une part de renoncement dans cette méthode, qui est salutaire, notamment dans le fait que anticiper tous les risques, anticiper tous les chemins d'attaque, c'est pas possible. C'est ça notre expérience en fait. C'est que voilà, on ne peut pas tout prévoir. Par contre, on peut avoir une véritable approche qui combine à la fois des socles de conformité, des règles de base, des règles d'hygiène, des règles normatives, et puis une approche également par des scénarios d'attaque, où là, il est absolument essentiel de faire participer les gens qui connaissent les systèmes, qui connaissent les métiers, et qui ne sont pas des experts en cyber. Donc EBIOS Risk Manager, c'est pour nous une avancée majeure. C'est une avancée collective, c'est pas que l'ANSSI, je le répète. On va faire 3 labs, d'ailleurs, auxquels on vous invite à participer. Il y en a un aujourd'hui à 16h, un demain à 10h et un troisième vendredi à 10h également. Venez voir ça. Moi, j'ai été vraiment bluffé par le travail qui a été réalisé. Ça me semble vraiment particulièrement efficace et séduisant. Et rendre séduisant l'analyse de risque dans le domaine de la cybersécurité, c'est vrai que ce n'était pas forcément gagné a priori. L'autre jour, je me suis un peu lâché, j'ai dit qu'il fallait rendre la SSI sexy. C'est un peu ça, fondamentalement. Il faut faire cette com pour attirer les décideurs et les responsables qui ne sont pas du domaine. Donc c'est un super boulot, mais qui doit maintenant transformer l'essai. Donc je vous encourage à venir dans ce lab où on interviendra avec des partenaires du Club EBIOS pour vous expliquer tout ça. L'autre chose, c'est que dans l'anticipation, on assume pleinement en France, et puis maintenant c'est quelque chose qui va bien au-delà de la France, qui est une démarche européenne, voire plus, le fait que la réglementation a un vrai rôle à jouer, je vous en avais parlé plein de fois. On est aujourd'hui en fin de transposition de la directive Nice, qui nous donne un outil supplémentaire. Donc en France, la transposition s'est terminée le 29 septembre, avec un texte, alors un texte écrit dans un sabir technico-juridique qui est particulier, mais enfin, c'est le jeu de ce genre de texte, mais qui fixe les règles de sécurité qui vont s'appliquer aux opérateurs de services essentiels. Ce texte-là, sincèrement, c'est pas la Bible, mais c'est quelque chose qui fait référence. Et je pense que c'est très important. Alors évidemment, pour ceux qui vont être opérateurs de services essentiels, la première liste sera publiée début novembre. On aura 160 à peu près. Et puis ça va continuer après. Mais bon, pour eux, ça va être une obligation en termes d'application. Mais pour tous les autres, parce qu'évidemment, la réglementation, ça n'a pas vocation à s'appliquer à tout le monde, notamment pour les petits, pour les PME, qui ne sont pas les dernières victimes, évidemment. Eh bien, là, je m'adresse finalement à ceux qui ont pour rôle difficile de protéger des réseaux, de protéger des entités, des entreprises. Allez voir ces règles. Allez voir ces règles. Et si ce n'est pas d'application obligatoire, regardez à quel point vous ne pouvez pas en faire une application volontaire. Et si vous ne pouvez pas tout appliquer dans un premier temps, mesurez bien le delta. Parce que finalement, faire de la cybersécurité, c'est une suite de règles, c'est une suite de principes, c'est une suite de démarches, pas toutes techniques, loin de là. Et elles sont listées dans ce texte-là. Donc, allez voir et regardez à quel point vous êtes loin ou pas. Et quand vous êtes loin de ces règles, demandez-vous si quelque part il n'y a pas un trou béant dans votre organisation. L'anticipation, ça passe également, ça a été cité, par des produits, des services, des prestataires, par une industrie d'excellence.
dont une grande part est représentée ici à Monaco, dans le cadre des assises. On a absolument besoin de ces prestataires compétents, de confiance, parce que si une part des règles de cybersécurité sont du ressort de la gouvernance et de l'organisation, mais il y a toute une part d'expertise, de métier, de choses qui ne s'improvisent pas. Raison pour laquelle on promeut, par les visas de sécurité ANSSI, cette idée d'identifier les partenaires compétents et de confiance vus de l'État français. C'est absolument essentiel, cette démarche-là. Et pour rester sur les visas de sécurité, et pour répondre à ceux qui ont encore parfois le culot de me dire qu'il n'y a pas de solution, qui est une manière probablement pratique de ne pas chercher à comprendre, eh bien, c'est pas moins d'une centaine d'entreprises qui sont ainsi labellisées, 500 produits et prestations. Alors, ça couvre peut-être pas tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens sérieux en dehors de ce principe de visa de sécurité, mais sincèrement, ceux qui disent qu'il n'y a pas de produit, quelque part, ils devraient quand même aller vérifier. Et puis, une petite touche, une petite parenthèse personnelle, je suis extrêmement fier de certains de ces acteurs industriels, ces jeunes pousses en devenir, notamment certaines startups, avec des anciens de l'ANSSI, donc c'est pour ça que je fais une entorse au fait que d'habitude je ne cite pas d'entreprises, mais enfin des boîtes comme Alcide, Citalide, Zyrock, je vais être franc avec vous, c'est pour moi une énorme fierté de les voir ainsi se développer. C'est grâce à eux, j'y suis pour rien. Ils ont appris des choses chez nous, ils ont énormément apporté. Maintenant, ils volent de leurs propres ailes. C'est des gens vraiment intéressants qui ont un courage et un dynamisme et une compétence absolument phénoménale. Et je tenais à les saluer. C'est une petite entorse, mais je me la permets. Autre chose, on va continuer dans la démarche de qualification de prestataires. C'est une démarche compliquée. Beaucoup sont ici, ils savent que c'est douloureux. Je m'en excuse pas, parce que quelque part, la qualité du dispositif, si tout ça crée vraiment de la confiance et transmet de la confiance à leurs clients, eh bien, c'est parce que c'est exigeant, c'est parce que on ne décerne pas des labels à la tête du client. Ce serait une mauvaise politique. En tout cas, c'est pas notre rôle de faire ça. Ça doit vraiment traduire une véritable qualité. Et donc, au-delà des différents référentiels qui sont déjà lancés, les PASI, P10, PRIS, on jargonne entre nous, mais vous savez ce que c'est normalement, eh bien, je tenais à vous dire aujourd'hui qu'on va lancer un nouveau référentiel. Alors j'entends ceux qui disent ils ont déjà du mal à sortir les qualifs des référentiels existants, c'est pas faux, mais on y travaille, je vous assure, d'arrache-pied. Mais on a besoin en même temps de continuer à compléter ce dispositif. Et donc on va lancer un référentiel sur les prestataires d'administration et de maintenance sécurisés EES, donc c'est bien l'administration et la maintenance qui sont sécurisés, qui est un sujet vraiment essentiel. Et en gros, pour dire ça avec des mots qui ne sont pas forcément exacts, mais l'idée c'est bien d'aller regarder tous ces prestataires qui ont accès au réseau de leurs clients avec des droits importants, élevés. Et fondamentalement, et ça c'est également issu de notre expérience opérationnelle, il est essentiel d'avoir accès à de tels prestataires, mais des prestataires qui sont capables de faire ça de manière propre et qui ne vont pas être eux-mêmes la cible primaire des attaquants. Si je vous dis ça, ce n'est pas des scénarios comme ça inventés, c'est malheureusement une réalité qu'on est amené à observer aujourd'hui. Et donc il est essentiel que la confiance se fasse également sur ces prestataires d'administration et de maintenance qui ont cet accès privilégié. Si je m'autorise une image, vous avez peut-être déjà croisé, j'ai vu ça l'autre jour, j'étais effaré, ces sociétés de gardiennage, d'intervention. Vous savez, vous mettez une alarme chez vous et puis quand ça sonne, ils interviennent, suffisamment tard pour qu'il n'y ait plus de cambrioleurs. Si vous voyez ces camionnettes, dedans, c'est des espèces de racks où il y a toutes les clés de tout le monde. C'est ces gens-là, dans le domaine numérique, à qui on veut proposer une qualification qui reste évidemment volontaire. Mais je pense que c'est nécessaire que ces gens qui ont toutes les clés soient évalués sur leur capacité à protéger ces clés. Tout ça, j'en parle, ça peut paraître très national, très franco-français. C'est évidemment une partie de notre travail. Ça se transcrit à l'échelle européenne. Cette échelle européenne, elle est essentielle. On a un gros travail en cours. J'aurais peut-être été un peu trash l'an dernier, à la même date, après la publication du draft de règlement
qu'on appelle le Cyber Act, entre nous, parce que j'étais déçu. J'étais déçu. J'avais peur que ce soit une occasion manquée, soyons clairs. On a énormément travaillé avec la Commission, avec les États membres, de manière à avoir un texte à la fois réaliste, ambitieux, qui réellement élève le niveau de cybersécurité de l'ensemble de l'Europe. On a besoin d'une Europe sûre. Si chaque pays dans son coin cherche à se protéger, ça ne marche pas. C'est au contraire chaque pays qui doit développer ses capacités pour ensuite, au cran du dessus, avoir une meilleure homogénéité en termes de cybersécurité. C'est ce que va permettre ce Cyber Act, qui aujourd'hui est en courte finale, on va dire en trilogue, comme disent les experts. Et j'espère bien que ça va nous permettre de continuer à étendre ces idées de certification, non seulement à des métiers que l'on connaît bien, à des sujets très sécurité numérique, mais il va bien falloir être capable de traiter la question de la confiance dans ces systèmes numériques. J'étais à ce procès fictif sur le carambolage du siècle, procès fictif qui se déroulait en 2041, où on cherchait à comprendre les responsabilités. C'était absolument passionnant. Moi, j'étais vraiment au spectacle. J'ai passé une soirée formidable. Mais c'est ça les questions qui vont se poser. Et nos concitoyens, vous et moi, demain, on aura besoin de confiance. Ces véhicules autonomes, il y aura besoin d'avoir confiance. C'est pas la bonne tête du dirigeant de l'entreprise qui va nous donner cette confiance, parce qu'il y aura des accidents, il y aura des doutes par moment. Et donc, ces questions pour ne prendre que cet exemple, mais on pourra en citer plein, cette question de l'évaluation, de la certification, va être absolument centrale dans les années à venir. Et ça n'a de sens. Je reste sur mon exemple d'automobile. On ne va pas commencer dans chaque pays à proposer nos propres référentiels, nos propres normes. Ça n'a aucun sens. Déjà, faire ça à l'échelle européenne, c'est probablement pas suffisant, mais ce sera déjà un premier pas absolument essentiel. Et comme pour d'autres réglementations, je pense que ça va faire écho parce que ça ne répond pas qu'aux besoins des Européens, ça répond probablement aux besoins de l'ensemble de l'humanité. Ensuite, l'anticipation, c'est par la détection. Je vais souvent parler de ces questions de détection qui sont compliquées, mais fondamentalement, vous le disiez également, Monsieur le Ministre, il n'y a pas de sécurité à 100%. Donc ce qu'il faut, c'est une sécurité au bon niveau, qui s'appuie sur une bonne analyse de risque, et être capable de détecter assez vite, voire très vite, quand les choses ne sont pas normales. Donc mettre en place des systèmes de détection, c'est absolument essentiel. On travaille d'arrache-pied avec des acteurs industriels pour mettre en place ces prestataires de détection d'incidents de sécurité. On en a absolument besoin. On n'est pas loin, c'est pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Voilà. 95% du travail a été fait, et je tiens à saluer, là encore, les industriels qui, de manière volontaire, se prêtent au jeu. C'est douloureux parce que nos exigences sont très élevées. Je dis très élevées, je ne dis pas trop élevées. En tout cas, c'est ma conviction. Parce que, il faut avoir confiance dans son prestataire de détection. Et si demain, vous vous faites attaquer par le biais de votre prestataire de détection, c'est tout un édifice qui va s'effondrer. C'est essentiellement ça la motivation. Dans ces questions de détection, il y a des outils essentiels, les fameuses sondes de détection évidemment. Alors c'est un peu tôt, on est toujours un peu prudent, mais en fait là maintenant on peut en parler. On va avoir 2 sondes de détection qui vont être qualifiées, pareil, d'ici la fin de l'année. Une produite par Thales, l'autre par Gatewatcher. Et un énorme travail qui a été réalisé là encore. On a besoin de ces outils qui vont venir compléter les autres et qui vont nous permettre de compléter ce système de détection et ces prestataires qualifiés. Et puis on a plein d'autres sujets sur lesquels la détection est essentielle, soit par domaine métier. Je les cite également, j'aurais cité beaucoup de boîtes aujourd'hui, j'ai une grosse entorse. Les gens de Centrio, par exemple, font un travail formidable, mais dans le domaine spécifique, mais ô combien sensible des réseaux industriels. C'est pas exactement les mêmes modèles, c'est pas exactement les mêmes produits, c'est pour ça que ça rentre pas forcément dans les cases. Mais c'est essentiel, on a besoin de ces produits-là. Et puis le développement de sondes hautes, ces sondes au niveau des postes, au niveau des terminaux, est un vrai challenge. Il y a déjà des produits qui existent, des produits intéressants. Il y a encore beaucoup de choses à faire probablement, et c'est un sujet sur lequel on va continuer à creuser. Et puis nous, à titre personnel au niveau de l'ANSSI,
C'est clairement ma priorité pour l'année à venir de développer nos capacités de détection. La loi va nous permettre de faire beaucoup plus de choses, j'en suis ravi. Il va falloir rendre ça efficace, et je suis persuadé que ça va nous permettre, là encore, de détecter beaucoup plus de cas graves, plus tôt, plus efficacement, face à des attaquants qui sont toujours plus discrets. L'anticipation, c'est également anticiper la crise, anticiper le pire. C'est pas parce qu'on pense au pire qu'il va forcément se réaliser. Non, c'est exactement l'inverse, à mon avis. Donc, il ne faut pas être superstitieux. Il faut penser au pire, il faut préparer le pire. Préparer le pire, ça veut dire se dire, voilà, qu'est-ce que je fais le jour où il y a un drame? On était hier soir au Bifort avec Saint-Gobain pour raconter nos guerres. Alors, même s'ils n'avaient pas forcément cette culture de l'exercice de crise, c'est intéressant de réfléchir, voilà, qu'est-ce qui se passe chez moi le jour où un pépin comme ça arrive. Je suis persuadé que la crise, ça se prépare, la crise, ça s'anticipe. Dans les aspects techniques, en termes d'organisation, en termes de moyens disponibles ou pas, le jour de la crise, en termes de communication. J'insiste là-dessus, la communication de crise, c'est absolument essentiel. On le voit d'ailleurs, hein, on voit même dans des sujets qui ne sont pas directement dans les nôtres directement, mais ces grands géants du numérique qui en perd 500 000, qui en perd 50 millions, qui en perd demain 1 milliard, je ne sais pas. On voit un progrès, très clairement, en termes de communication de crise, de ce point de vue-là. Ce qui est certain, c'est qu'une communication de crise mal maîtrisée, c'est le suraccident garanti, et c'est vraiment ajouter du malheur au malheur. Ça, c'est une évidence. Donc se préparer à cette com de crise, c'est essentiel. Et là encore, hein, c'est efficace quand on y pense à froid, calmement, à tête reposée. Et puis quand on s'assure qu'on a bien les moyens, quand on a bien l'expertise pour le faire le jour où il y a un drame qui se produit. Parce qu'on l'a vu hier soir, finalement, quelle est la leçon de Saint-Gobain? C'est que la foudre, elle ne tombe pas toujours chez le voisin. Malheureusement. Donc l'anticipation, là encore, est absolument nécessaire, et pas uniquement entre experts, mais bien une anticipation collective entre tous les acteurs, y compris les acteurs de la communication. Je peux vous assurer qu'au sein de l'ANSSI, la division communication a pris une place considérable, absolument considérable, notamment au niveau opérationnel. Enfin, l'anticipation, elle passe par tout un acte collectif. Alors c'est assez varié. On va continuer à promouvoir ce partage, cette ouverture. L'ouverture fait partie des valeurs de l'ANSSI. On a publié récemment le code source de ClipOS, qui est un système d'exploitation sécurisé. Ça fait 15 ans que ça mijote chez nous. Et qu'on avait... Voilà. On hésitait, quelque part, à publier ça. Ce sont des projets qui ont vocation à être open source, qui ont vocation à être partagés. Et donc, on a publié la version 4, plus pour l'histoire. Et surtout, on lance, on s'attend, on espère bien, avoir un gros travail collaboratif, vraiment en mode open source, autour de la version 5, qui permettra de développer un OS avec de vraies qualités d'isolation, de vraies qualités de multiniveau, dont on a besoin pour beaucoup d'applications. Ce n'est qu'un exemple, mais cette approche par l'open source, elle nous semble également essentielle. On n'est pas sectaire, on essaie de ne pas l'être. Ce n'est pas l'open source versus le propriétaire et tout ça, ce sont des débats d'un autre temps. Mais voilà, à chaque modèle, d'apporter ces éléments. Et là, on y croit beaucoup, et on va continuer à publier comme ça des éléments. L'autre chose, c'est que l'anticipation, ça passe par la sensibilisation de tout le monde, ça passe par l'implication de chacun, surtout de ceux qui ne sont pas experts. Ça passe par le fait de porter le message, alors certes, aux opérateurs d'importance vitale, aux opérateurs de services essentiels, à nos grands dirigeants, mais également aux petits acteurs, aux PME, à nos concitoyens. Raison pour laquelle, et ça va me permettre de faire l'introduction avec Jérôme qui va me rejoindre, on a décidé, il y a maintenant, les premières idées, ça devait être il y a 3 ans, d'avoir une démarche ouverte, pas une démarche de l'État français, mais bien une démarche avec des administrations, mais également des acteurs privés, dont beaucoup sont ici, d'avoir une démarche vis-à-vis des petits acteurs, vis-à-vis de nos concitoyens. Une démarche de sensibilisation, qui reste un sujet essentiel, où on a beaucoup à faire. Le mois européen doit nous aider, nous servir de substrat, pour continuer à porter des messages, mais il y a encore beaucoup à faire, très clairement.
mais également un travail d'apporter des solutions à ces victimes, à ces petites victimes. Et la solution, en général, pour une PME, ce n'est pas la solution qui va fonctionner pour une boîte du CAC 40. Et donc tout l'enjeu de la plateforme, du site web, et de tout ce qu'il y a derrière, qu'on appelle cybermalveillance.gouv.fr, dont le directeur général est Jérôme Notin, est bien d'apporter à la fois de la sensibilisation et des solutions concrètes aux victimes qui malheureusement étaient victimes de rançongiciels, d'attaques, de choses comme ça. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ça, c'est une manière de... Alors, c'est pas magique, mais au moins, ça permet à ces victimes de trouver de l'aide. Et une aide qui est très souvent, finalement, au bon niveau. Tout à fait adaptée. Et donc, on va continuer à travailler là-dessus. Je suis très, très fier de cette plateforme qui a été un peu incubée au sein de l'ANSSI. C'est un modèle un peu original au sein de l'administration. C'est bien aussi de faire l'administration du XXIe siècle. Et donc, on a incubé ce GIP, ce groupement d'intérêt public, qui maintenant vole de ses propres ailes. Et un peu comme pour les startups que je mentionnais tout à l'heure, j'en suis très très fier parce que le boulot qu'ils font est vraiment excellent et vraiment au profit de toutes et tous pour apporter des solutions concrètes face à quelque chose qui autrement pourrait être vu comme une sorte de fatalité hyper négative, hyper anxiogène. Donc voilà, je vais appeler Jérôme à me rejoindre qui va vous présenter concrètement, notamment le kit que vous avez lancé. Bonjour. Ah oui, t'as pas le bêtise. On est, je crois, assez pressé, donc juste merci Guillaume, parmi les fondamentaux que tu as pu présenter, donc je vais retenir deux choses, anticipation collective et diffusion de la sécurité numérique. On le sait tous aujourd'hui, alors le numérique est partout chez vous, mais il est également partout dans les PME et les petites collectivités. Les attaquants en face, Monsieur le ministre s'en va, mais l'a évoqué tout à l'heure, s'organisent au quotidien pour développer de nouvelles méthodes d'attaque et les industrialiser également, ce qui touche beaucoup nos PME. L'utilisateur, que ce soit chez vous ou dans les plus petites structures, reste évidemment le maillon faible. Donc, comme l'évoquait Guillaume, on a décidé avec nos membres, avec le GIP, les membres du GIP, on a décidé en début d'année donc de lancer, de créer un kit de sensibilisation. Alors, on a souhaité avoir une démarche un petit peu originale. Ce kit, on va vraiment parler à l'utilisateur final dans ses usages personnels. On va lui expliquer plutôt, fais des sauvegardes de tes photos personnelles, fais attention au phishing parce que on va essayer de te voler tes données personnelles, tes numéros de carte bancaire. On imagine qu'un utilisateur chez lui, quand il va venir au sein des structures, donc les grosses structures et les plus petites structures, sera plus mature et sera mieux protégé. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on compte sur les petites structures, mais on compte aussi sur vous, et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui, et sur l'ensemble des assises. On compte sur vous pour que vous puissiez relayer ce kit auprès donc, de vos collaborateurs, mais également potentiellement, et on discute avec certains d'entre vous déjà, auprès de vos clients, vos usagers, vos convives. Un point important concernant ce kit, c'est qu'il est sous licence ouverte. Alors, on n'a pas de dogme non plus sur le propriétaire ouvert, mais on a considéré que c'était plus intéressant et plus facilitateur, entre guillemets, pour vous, que ce contenu soit sous licence ouverte, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez le reprendre, supprimer certaines choses où vous considérez que vos utilisateurs sont matures, et puis peut-être tout simplement rajouter un contact, le CERT, le SOC, le support, un mail, un téléphone. Donc voilà, des contenus qui sont à votre disposition, qu'on aimerait que vous puissiez donc rediffuser le plus largement possible. Pour conclure, parce que je crois que le temps est compté, on est donc, je l'évoquais, pendant 3 jours à l'espace près des ateliers. On vous montrera les vidéos, les supports mémo qui seront en lecture rapide, les fiches réflexes, les fiches pratiques qui prennent un petit peu plus de temps pour des gens qui ont un petit peu plus de temps et qui souhaitent nous aider dans cette démarche de sensibilisation. Merci. Ils font un boulot formidable. Et si certains acteurs industriels, d'ailleurs, veulent se joindre à ce GIP, je dis, c'est des publics privés, eh bien, n'hésitez pas à venir nous voir. On est toujours à la recherche de bonnes âmes pour contribuer à cette belle œuvre, sincèrement. Alors, merci à tous. Merci Jérôme, bonjour à tous, bonjour Guillaume. Alors,
Vous avez déjà eu beaucoup de choses là dans cette matinée, mais c'est pas fini. On a encore beaucoup de choses à se dire. On va avoir une session de questions-réponses à partir des questions que vous nous avez envoyées. Vous nous en avez envoyé un très grand nombre, donc il a fallu faire un tri. Puis le temps est compté. Et après, je vous invite bien sûr à rester puisqu'on a la remise du Grand Prix des RSSI. Donc, où seront récompensés, où seront décernés 4 prix. Alors, Guillaume, vous avez parlé tout à l'heure de la directive Nice avec les opérateurs de services essentiels. Donc, on a compris qu'on en aurait à peu près 160. On ne va pas les connaître, mais enfin bon, voilà. Pas officiellement en tout cas. Pour revenir sur cette directive, alors les questions, c'est quel délai. Je vous donne les 3 questions parce qu'il y a un peu de carotte et un peu de bâton, donc comme ça vous allez pouvoir faire le mix. Quel délai pour s'y conformer? Sur quel support de l'ANSSI pourront compter les OSE? Mais quelles sanctions en cas d'écart? Alors, les délais. Donc, ce qu'il faut aller voir, c'est donc ce texte, cet arrêté que je mentionnais, qui est c'est tout un édifice, tout ça, mais évidemment, cet arrêté, il est essentiel. Il fixe les règles de sécurité, il y en a 23 de mémoire, et il fixe les délais d'application. Donc, tout ça est public, hein, c'est intéressant de regarder. Et ces délais, ils vont de quelques mois à 3 ans, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ne se décident pas comme ça du jour au lendemain, et notamment quand on n'a jamais fait cet exercice, quand on va homologuer des systèmes, eh bien, l'homologation, c'est pas prendre des responsabilités en l'air, c'est tout un travail qui est derrière, et on estime que 3 ans, alors si c'est plus court, c'est mieux, évidemment, mais c'est pas trop, dans certains cas qui sont complexes. Les OSE, je dirais, il y aura une première liste de 160. L'interprétation, la démarche française de transposition, elle est de surtout pas s'arrêter là. Par contre, désigner 1000 ou 2000 OSE, ça ferait complètement exploser le système. Parce que on est vraiment dans un écosystème où, pour simplifier les choses, on a d'une part des opérateurs, des acteurs qui doivent se sécuriser, d'autre part des prestataires industriels qui doivent être capables de répondre aux sollicitations de ces nouveaux clients, beaucoup ici. Et puis il y a l'État, beaucoup l'ANSSI, les ministères, l'ensemble des ministères avec qui on travaille étroitement sur ces questions-là, qui doivent être capables d'accompagner le mouvement. Désigner un OSE, c'est pas lui envoyer un courrier en disant tu vas rire, dorénavant t'es OSE et bon courage. Ça, ce serait totalement inefficace. Et ça aurait l'effet inverse, probablement. Désigner un OSE, ça veut dire, alors certes lui envoyer le courrier, j'en signe des rafales, mais surtout aller le voir, lui expliquer, l'aider, l'accompagner, lui dire voilà les ressources à disposition pour le faire, parce qu'autrement c'est désespérant pour ceux qui découvrent un petit peu ces sujets-là. Et donc si on a 160 au départ, c'est ce qu'on est capable d'accompagner raisonnablement à la date du 9 novembre. Et on va continuer comme ça à faire grandir cette liste. J'insiste là-dessus parce que c'est notre interprétation, c'est pas forcément l'interprétation de tous les États membres. Mais c'est vraiment un outil qu'on veut utiliser, qui nous semble très puissant, qu'on a beaucoup poussé d'ailleurs. Et l'idée, c'est bien de garder cet équilibre entre clients, prestataires, services de l'État, pour que tout ça croise de manière harmonieuse. Est-ce que vous allez vous appuyer sur ce que vous avez déjà fait avec les OIV? Parce que vous avez quand même de l'antériorité, une connaissance, une certaine maturité. Est-ce que ça va vous servir justement pour accompagner les OSE? La démarche, certains seront d'ailleurs communs. Tout à fait. Non, la démarche Nice, elle est très inspirée parce que la France et l'Allemagne ont fait au niveau national avec les OIV ou l'équivalent au niveau allemand. C'est une généralisation à l'échelle européenne. C'est une généralisation au sens où les OIV, ils existent pour des critères de sécurité nationale. Mais on sait que, alors c'est essentiel la sécurité nationale évidemment, c'est notre raison d'être à l'ANSSI, mais on sait que ça ne couvre pas tout le champ. Et la directive Nice, elle est intéressante parce que ses fondements sont la protection d'opérateurs économiques et sociétaux. Et dans ces nouveaux acteurs, alors dans les OSE, on va retrouver des OIV, pour jargonner. La plupart des OIV ont vocation à être OSE, probablement. Et donc, ils vont être redésignés OSE avec, et on travaille avec eux là-dessus, on veille à ce que ça ne crée pas un nouveau dispositif qui viendrait parasiter le précédent. C'est plutôt, finalement, quand on est OIV, normalement, il y a peu d'impact. Même si le diable est dans les détails, très clairement, mais ça, on en parle avec chacun. Mais l'idée, c'est d'aller toucher de nouveaux acteurs qui n'ont pas vocation à être OIV, qui ne seront jamais OIV probablement, et qui sont pourtant essentiels au fonctionnement de notre société. Et donc c'est eux, les nouveaux entrants, vers qui on doit faire beaucoup de travail de pédagogie, de persuasion. Et puis c'est la loi, donc ça nous aide aussi à gagner du temps. Alors les sanctions,
en quelques mots? Parce que ça a l'air d'inquiéter. Les sanctions, elles sont prévues par la loi. Vous irez voir. Après le courrier, vous allez regarder votre code. Le montant le plus élevé, c'est 100 000 euros. 100 000 euros. On n'est pas à 4% du chiffre d'affaires pour faire référence à un autre dispositif. On est dans la pédagogie. On est vraiment dans la construction d'une sécurité collective. On n'est pas dans la sanction. On n'est pas là pour punir. Le jour où l'ANSSI, dont le rôle de l'ANSSI sera de punir, ça m'amusera plus, sincèrement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'ANSSI que ça n'amusera plus. Donc on est bien dans cette idée de développer cette sécurité collective. Et qui dit loi, dit sanction en cas de non-respect de la loi. C'est assez logique. Mais je ne dirais pas qu'elles sont symboliques, ces peines. Elles sont juste là pour dire non, il faut le faire. C'est juste Mais comme pour les OIV, on n'a jamais prononcé la moindre sanction parce que pour nous, les gens avec qui on travaille, ce sont des victimes la plupart du temps. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que ce qui pourrait déclencher sanction, ce n'est pas le fait de se faire attaquer. C'est bien le fait de ne pas avoir mis en œuvre les règles de sécurité qui s'imposent et d'avoir suivi la loi. Donc c'est quand même très très différent d'un autre dispositif qu'on a tous en tête. Qu'on ne citera pas, mais tout le monde l'a reconnu. Mais qui est nécessaire aussi. Enfin, voilà, il y a deux logiques qui ne sont pas totalement opposées. Alors l'autre question extrêmement pertinente également, vu de l'ANSSI, quel est l'impact du Cloud Act dans la sécurité et la confidentialité d'un hébergement cloud public? Oui, c'est une très bonne question. Oui. On n'a pas la réponse à tout. En ce moment, on pose la question d'ailleurs aux grands industriels américains. Expliquez-nous votre compréhension du Cloud Act, parce que c'est pas simple, sincèrement, de voir les implications. Il y a plein de choses qui ne sont pas réglées. Si on va voir dans le Cloud Act, ça fait référence notamment à des accords entre les États-Unis et... Alors, est-ce que c'est en Europe, est-ce que c'est avec l'Europe ou avec les États membres? Je pense que ce sera plutôt avec les États membres, d'ailleurs, pour en avoir parlé récemment avec des homologues américains. Donc vous en discutez actuellement? On en parle activement dans tous ceux qui sont concernés, et ça va concerner beaucoup de monde. La seule remarque que je vais faire, c'est que tout n'est pas mauvais. Il y a des choses positives dans ce Cloud Act, probablement, dans le fait que ça clarifie certaines situations, dans le fait que le but, c'est quand même d'aider la justice à faire son boulot, ce en quoi on ne peut être que d'accord. Et puis, ce Cloud Act, il ne doit pas masquer le Patriot Act. Et moi, j'ai plus peur des services de renseignement que des juges, à titre personnel. Mais sans tout dévoiler, quels sont aujourd'hui les 2-3 principaux points de blocage dans vos discussions avec vos homologues? Ah non, c'est pas bloqué. C'est des problèmes de compréhension. C'est des problèmes de compréhension où on se dit, concrètement, quel va être l'impact? Concrètement, tel industriel américain ou tel industriel français qui a une activité forte aux États-Unis, finalement, quel va être l'impact pour lui? Quelles vont être ses obligations? Quels vont être les risques potentiels que ça va pouvoir faire naître? Et là, aujourd'hui, je dois bien avouer qu'on n'a pas une réponse claire, unanime, partagée par l'ensemble des acteurs. Donc l'ensemble des services juridiques des différents ministères travaillent sur le sujet. C'est pas fini. C'est pas fini. Et là encore, c'est pas l'État seul dans son coin qui doit réfléchir à ça. C'est bien l'État avec les industriels, avec les clients, avec nos partenaires américains, de manière à comprendre comment tout ça va se passer, et puis de voir comment on va le mettre en œuvre. J'insiste sur le fait que beaucoup de choses vont reposer sur ces accords bilatéraux, qui aujourd'hui sont pas écrits. On n'a même pas commencé à négocier. D'accord. Donc il y a un très gros travail là, autour de ça. Il ne faudrait surtout pas que ça bloque tout, que dans l'attente d'avoir quelque chose d'établi, on ne fasse plus rien. Ce serait une erreur. Mais en même temps, la prudence est de mise, soyons clairs. Oui. D'accord. Alors la question suivante, elle rebondit un petit peu sur l'intitulé de votre conférence, Anticipons pour ne plus subir. Beaucoup d'entreprises ont traversé plus ou moins bien WannaCry. Et là aussi, ça revient sur la présentation qu'on a eue hier soir avec Frédéric Verger de Saint-Gobain. Est-ce que vous avez vu les entreprises françaises évoluer? Est-ce qu'il y a vraiment un avant, un après? Dans quel sens ont-elles évolué? Non, ça évolue. Ça évolue très clairement et dans le bon sens. Ce qui est essentiel. J'entends plus personne me dire « ouais, quand même, cette menace, est-ce que vous en faites pas un peu trop ?» Non. C'est plutôt du stress que je vois aujourd'hui. C'est de l'implication. Je pense notamment aux décideurs. J'aime bien aller dans les COMEX des entreprises pour parler de ces questions de sécurité numérique. La question aujourd'hui, elle est autour de l'organisation, de la gouvernance, des ressources.
le partage d'une angoisse collective qui est celle des ressources humaines, soyons clairs. C'est là que ça va coincer, très probablement. Mais l'époque où il fallait expliquer le b.a.-ba des attaques en disant attention, ça peut vous arriver aussi, cette époque-là est révolue. Et là, c'est vrai que les attaquants ont au moins fait autant que nous pour convaincre les décideurs. Ceux qui ont été victimes au CIT Saint-Gobain ont été remarquables dans leur rôle un petit peu de témoin, de porte-parole. Et ils sont, je pense au PDG de Saint-Gobain, qui allait convaincre avec force ses égaux, ses pairs, d'autres grandes entreprises. Et du coup, c'est efficace. Donc la question maintenant, c'est bien, c'est plus est-ce qu'il y a une menace, c'est quelle est cette menace, d'où ce sujet fondamental de l'analyse de risque qui doit impliquer les décideurs. Ça, c'est absolument essentiel parce qu'aujourd'hui, quand on veut se protéger de tout, on échoue, probablement. Donc quelle menace, comment ça s'applique chez moi, comment ça se traduit, comment je dois me protéger, avec qui je dois travailler, quels industriels, quels prestataires, quelle organisation interne, qu'est-ce que je dois faire moi-même, qu'est-ce que je dois sous-traiter à d'autres. C'est des questions qui sont complexes, sur lesquelles on a des guides, évidemment, où on peut aider, mais où fondamentalement, c'est bien à l'entreprise, à l'entité de faire ses choix. D'où la responsabilisation de ces entités-là. Et de faire son analyse de risque. Ça commence par l'analyse de risque. De toute manière, sans ça, on parle quand même dans le vide, fondamentalement. Alors, dernière question, Monsieur le ministre d'État tout à l'heure a parlé de la 5G, bientôt Monaco sera donc entièrement couverte en 5G. Et alors la 5G est revenue très fréquemment dans les questions que nous avons reçues, ça a l'air d'être une préoccupation majeure de nos RSSI. Donc, quelle posture adoptera l'ANSSI pour accélérer les déploiements tout en respectant le niveau de sécurité adéquat? On la partage, la préoccupation. Depuis très longtemps, c'est une activité qui est peu connue de l'ANSSI, mais depuis très longtemps, on travaille avec les équipementiers et avec les opérateurs dans un cadre réglementaire qui rend cette collaboration obligatoire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout équipement, dès qu'il est un peu costaud, qui est déployé dans un réseau français, reçoit une autorisation du Premier ministre, et c'est moi qui la signe, cette autorisation. D'accord. Alors, c'est un gros boulot, c'est pas facile, mais aujourd'hui ça fait qu'on a des réseaux qui, à mon avis, sont d'un niveau de sécurité largement supérieur à la moyenne. La 5G, ça pose de nouvelles questions, parce que c'est au-delà des performances, au-delà de la technologie, c'est vraiment l'architecture des réseaux d'opérateurs qui est complètement bouleversée, avec, pour dire ça de manière un peu triviale, l'intelligence qui était très concentrée dans le cœur et qui historiquement s'écarte. Aujourd'hui, l'intelligence, elle va aux confins du réseau, fondamentalement. On va avoir des antennes intelligentes, mais vraiment fondamentalement intelligentes. Et donc, si elles sont intelligentes, elles sont attaquables, elles peuvent faire des choses qu'on ne veut pas qu'elles fassent. Et donc, quelque part, il faut qu'on aille voir cette sécurité, quitte à travailler, évidemment, avec les équipementiers, et dans les cas les plus extrêmes, peut-être refuser, justement, que certains de ces équipements soient déployés en France. C'est pas facile. Si vous suivez un peu l'actualité de la 5G, vous verrez que certains de nos alliés ont pris des postures radicales. C'est pas la position de la France, sur ce sujet-là comme sur d'autres. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il faut un peu de nuance, et en même temps, il faut quand même une véritable exigence pour éviter que ces réseaux télécoms ne deviennent finalement notre talon d'Achille. Parce que quand on parle de secteur critique, je cite souvent l'énergie, parce qu'on sait très bien, si l'électricité s'éteint ici, ça va être le bazar dans la demi-seconde. À l'échelle d'un pays ou d'une smart principauté, on sait très bien que les conséquences sont très très vite dramatiques. Mais aujourd'hui, déjà un peu, probablement, demain à coup sûr, couper les réseaux télécoms, ça revient à couper l'électricité, en termes d'impact. En termes d'impact sur l'économie, sur la société, Et on le voit d'ailleurs quand il y a les rares fois, heureusement c'est rare, où il y a des pannes, ça a tout de suite des impacts dramatiques, mais au sens primaire du terme, avec des gens qui meurent. C'est ça la réalité. Donc on se doit impérativement de regarder ça. On se doit également... La solution, ça ne peut pas être non plus, non, la 5G, non. Retournons à la 2G, c'était quand même beaucoup mieux. Ça n'a jamais été notre position. La position est bien d'accompagner le progrès.
parce que ça, on n'arrête pas le progrès, ce serait une position stupide. Et donc l'idée, c'est de faire ça dans des conditions de sécurité maîtrisées. Et probablement, dans les recommandations que l'on fera, il y a des recommandations qui vont poser sur l'infrastructure, les équipementiers, les opérateurs. Et puis, il y a également une responsabilité de ceux qui utilisent. Et notamment tout ce qui est, on va revenir au basique, tout ce qui est confidentialité, des échanges de données, c'est quelque chose qu'on peut ajouter par-dessus. C'est à l'utilisateur de rajouter ça. Bien sûr, il peut y avoir des couches mises en place par l'opérateur, mais c'est à l'utilisateur de le rajouter. La véritable préoccupation, c'est le fait que ces réseaux fonctionnent. Parce que là, l'utilisateur, s'il n'y a plus de réseau, il peut faire ce qu'il veut, c'est pas lui qui peut pallier à ça. Et donc le grand enjeu, c'est la disponibilité des réseaux télécoms, réseaux sans charge, 5G au réseau fixe, mais comme tout ça se mélange et commence à converger, on le prend un peu ensemble. Donc voilà, on va continuer à travailler là-dessus, on travaille d'arrache-pied avec les différents acteurs, dans un contexte géopolitique qui est ce qu'il est, donc voilà, comme diraient mes collègues britanniques, c'est intéressant. D'accord. Merci pour cette session de questions-réponses toujours passionnante.